De quoi manque-t-on le plus, Nicolas? De gaz, d'électricité, d'eau potable, de céréales? Non, je vais vous parler d'une pénurie dont on parle peu, qui n'est pas liée à la guerre, qui n'est pas liée au réchauffement climatique, qui n'est pas liée à la pandémie. Il s'agit de la pénurie de logements. Certains disent que notre belle France serait en pénurie de logements, quand d'autres prétendent au contraire que tout irait pour le mieux. Et si cette fois, personne n'avait réellement raison? Et si tout le monde détournait le regard alors qu'en ce moment même, des Français de la classe moyenne sont contraints d'habiter dans des mobil-homes et que des propriétaires n'ont d'autre choix que d'abandonner leur logement? Crise du logement en France, les locataires en déroute et la fin des petits propriétaires. Dernièrement, vous en avez sans doute entendu parler. Louer un logement en ville devient de plus en plus compliqué. 25% en un an à Paris, Lille ou Nice. Alors que dans le même temps, l'offre, elle, est en forte baisse. Moins 17% de logements alloués depuis l'année dernière, moins 46% si l'on remonte à 2019. Alors ceux qui trouvent un bien y restent, rendant l'accès encore plus difficile pour les autres. Partout, on vous dit que la demande de location a explosé à cause de la croissance de la population, de l'augmentation des divorces et des familles monoparentales, ou encore de la hausse drastique des personnes qui vivent seules en France. Tant de raisons qui feraient sonner du matin au soir le téléphone des agents immobiliers. 50 demandes de locataires, on a eu une trentaine de dossiers. Par rapport à l'année dernière, on a à peu près 2 fois plus de contacts. Du coup, il faudrait presque s'en remettre à la chance pour décrocher une location. Pourtant, la solution, les médias vous la répètent à longueur de journée. Il faut acheter son logement le plus rapidement possible. Mais là encore, ce n'est pas une mince affaire. Le volume de crédit immobilier accordé l'an passé a chuté de 40%. Le ministre de l'économie plaide pour un assouplissement des règles. On en discute avec le gouverneur de la Banque de France. C'est très important que tous nos compatriotes puissent avoir accès plus facilement au crédit immobilier. Ça devient de plus en plus difficile. Car comme vous le savez maintenant, les banques prêtent de moins en moins et les taux d'intérêt sont au plus haut depuis 10 ans. C'est simple, un crédit sur 2 serait actuellement refusé par les banques. La conséquence, beaucoup de Français sont contraints de reporter leur projet d'achat, ce qui vient ralentir le nombre de transactions annuelles dans le pays, qui va probablement et symboliquement chuter sous la barre du million. Mais si l'on y réfléchit bien, que vont faire la plupart des Français qui ont vu leur demande de crédit refusée? Eh bien, pas besoin de chercher bien loin. Beaucoup d'entre eux seront forcés de rester locataires quelques années supplémentaires. Si l'on résume, la demande locative explose, mais les logements à louer ne suivent pas. Et l'accession à la propriété se complexifie. Bref, tout nous indique que le marché immobilier est dans la tourmente. Sauf qu'ici, on essaye de vous faire oublier quelque chose d'important. La France est l'un des pays d'Europe où le nombre de logements rapporté au nombre d'habitants est le plus élevé. Et pour tout vous dire, la France contient même plus de logements que de ménages. Comment se fait-il alors que même les classes moyennes ont du mal à se loger? 9 mois déjà que Logan Haddad enchaîne les visites. À 29 ans, ce directeur marketing en CDI cherche désespérément un studio à louer. Et la question que tout le monde se pose ici, c'est où sont passés tous ces logements? Parce qu'en y réfléchissant bien, on ne devrait pas parler ici d'une pénurie de logements, mais plutôt d'une pénurie d'offres locatives. Sauf que tout ça, ce n'est pas vraiment une bonne nouvelle. Alors, là, moi, ce que je crains, c'est la pénurie d'offres locatives, c'est certain. Oui. On va vers des choses qui sont assez dramatiques. Nous avons tiré la sonnette d'alarme. Dramatique, car ce qui est en train de se produire n'est que le résultat d'une crise sociale et économique qui balaye le pays. En fait, le fossé des inégalités ne cesse de se creuser en France, et les écarts de richesse n'ont jamais été aussi importants. Tout ça, c'est un tournant majeur de ces 15 dernières années, avec une classe moyenne qui est en train de se disloquer en 2 parties, les nouveaux pauvres et les nouveaux riches. Et dans un monde où les règles du jeu sont dictées par le capitalisme, les plus forts ont tout intérêt à garder les cartes en main. Car si vous ne comprenez pas les règles du jeu, vous pourriez bientôt être laissé sur le côté. Pour illustrer tout ça, il suffit de jeter un œil sur ce petit ratio. Dans les années 60, la part du logement dans le budget des Français était de 9% en moyenne. Aujourd'hui, elle est de 23% et atteint même les 46% pour les primo-accédants, soit presque la moitié de leur budget. Et c'est bien pour ça qu'on retrouve en 2023 des Français qui n'ont d'autre choix que d'habiter dans un mobil-home. André et Bénédicte ont cherché une maison pendant 2 ans, en vain. Alors cette coiffeuse et cet ancien cheminot ont opté pour ce bungalow haut de gamme. Alors que dans le même temps, 5% des plus riches détiendraient plus d'un tiers du patrimoine. Bon, pour compenser cet écart grandissant entre les classes, le pays a longtemps construit encore et toujours plus de logements. Mais avec l'inflation record que nous subissons, le marché de la construction se retrouve pris à la gorge. On a décidé pendant 6 mois même d'arrêter les ouvertures de chantier. Ah oui. Les matières premières avaient explosé. Et on n'arrivait plus à rentrer dans nos budgets. Donc pendant on peut pas entamer les chantiers. Impossible. On n'a pas eu de permis de construire pendant des années. Ouais.
les élus et les administrés, hein, puisqu'en fait c'est les administrés qui disent à leurs élus, si jamais tu construis, exactement. Mais c'est le même qui à un moment donné se plaint parce que ses enfants ne trouvent pas de logement après. Alors ici, on parle bien des gros promoteurs immobiliers, mais aussi de la construction de maisons individuelles qui ont chuté de 38% entre 2021 et 2022, ou encore des logements sociaux dont la construction a drastiquement baissé. Et tout ça, ça déclenche des débats musclés et houleux jusqu'à l'hémicycle même du Sénat. Rarement on a connu des chiffres aussi dramatiques. Des faillites en cascade sont annoncées dans la promotion et on est pour la 3e année consécutive en dessous des 100 000 logements sociaux. Si vous rapportez le nombre de constructions neuves à la population, au nombre de ménages français, c'est le plus bas chiffre que nous allons connaître depuis 1951. Ça avait donné l'appel de l'abbé Pierre, monsieur le ministre. Vous sous-estimez le problème parce que vous êtes confronté à des objectifs stratégiques contradictoires. Il est grand temps que le gouvernement se réveille. Sur les logements sociaux, il faut savoir que l'INSEE estime à 11 millions le nombre de Français qui y habitent, et plus de 2 millions de personnes qui seraient sur liste d'attente. En fait, c'est presque un Français sur 6 qui se retrouve dans un logement social. Mais comme on l'a vu, ce problème touche aussi les logements du parc privé, car même des personnes avec une meilleure situation financière ont du mal à se loger. Mais au final, si tout ça n'était que le reflet d'un système locatif complètement à la dérive, car quand on y réfléchit bien, une location à la base, c'est un échange de services, de valeurs entre deux individus. D'un côté, on a le propriétaire qui crée une offre sur le marché, il achète un logement, fait des travaux, entretient le parc immobilier et paye des impôts, et de l'autre, le locataire apporte la demande. Il souhaite habiter le logement et paye un loyer pour occuper les lieux. Mais comme bien souvent, l'État a décidé d'y mettre un peu trop son nez et a complètement détraqué cet échange, en étant parfois complètement déconnecté de la réalité comme cette proposition lunaire d'un de nos chers députés. En fait, en imposant encore et toujours plus de contraintes, le gouvernement est venu fragiliser l'offre locative. Sauf que la plupart des logements ne sont détenus que par des petits propriétaires qui n'en possèdent qu'un ou deux, et qui sont comme la plupart d'entre nous de simples particuliers. Pourtant, ils sont loin d'être épargnés et croulent sous les contraintes légales et fiscales comme l'augmentation récente de la taxe foncière. Si je vous dis 52% à Paris, 25% à Grenoble, je suis... Un propriétaire immobilier qui va payer la taxe foncière 2023. Bien, bonne réponse. Justement, on va en parler parce qu'ils sont en colère, les propriétaires immobiliers. Et en parlant de contraintes, vous avez sans doute entendu parler de celles imposées par notre cher gouvernement, avec cette fameuse loi climat qui vise à éradiquer de la carte tous les logements énergivores. Et pour s'en assurer, nos politiques ont bien sûr imposé leur échéancier, qui a pour but d'interdire progressivement à la location les logements qui ne respectent pas certains critères. La seule solution pour les propriétaires, faire des travaux pour être dans la conformité. Mais certains d'entre eux, qui n'ont pas les fonds ou qui ne souhaitent plus s'embêter, commencent à mettre leurs biens en vente, et cette tendance ne pourra que s'accélérer. Pour vous donner une idée, à Paris, on parle de 45% des logements qui seraient classés E, F ou G. Autrement dit, c'est près de la moitié des logements parisiens qui pourraient être retirés et supprimés de la location d'ici quelques années. Et vous allez voir dans un instant que ces chiffres sont plus inquiétants qu'on ne le croit, restez bien concentrés sur la suite. Car avant, il faut aussi parler des menaces qui pèsent sur les propriétaires, comme l'augmentation des risques d'impayés de loyer ou de squat. Pour rappel, une expulsion légale prend en moyenne entre 1 et 2 ans dans ce cas précis. Sauf qu'avec un emprunt sur le dos, les petits propriétaires deviennent de plus en plus frileux, sous peine de ne pas pouvoir rembourser chaque mois leur crédit à la banque. Pourtant, un seul propriétaire sur 5 aurait souscrit à une assurance loyer impayé, soit par peur de sacrifier une rentabilité qui est de plus en plus difficile à trouver, soit par manque de confiance envers le bon fonctionnement de cette assurance. Du coup, beaucoup d'entre eux en ont eu marre de jouer à la roulette russe. Sachez qu'une seule petite vidéo comme celle-ci nous demande au minimum 15 heures de travail. Et oui, on se donne du mal pour informer un maximum de personnes sur ces sujets. Alors cliquez sur le bouton s'abonner pour que l'algorithme YouTube le remarque et diffuse cette vidéo à plus de Français. Comme on le disait, beaucoup de propriétaires ne veulent plus prendre le risque de tomber sur le mauvais locataire, qui pourrait ruiner pendant des années leurs finances et leur santé mentale. Sauf qu'avec les règles actuelles, une poignée de locataires mal intentionnés en profitent chaque jour, au détriment, comme toujours, d'une grande majorité de locataires fiables et sérieux. Résultat, beaucoup de petits propriétaires n'ont d'autre choix que de se protéger par eux-mêmes. Et c'est bien pour ça que les conditions d'accès à la location deviennent de plus en plus infernales. Par exemple, il n'est pas rare de voir une demande de location refusée si le candidat gagne très bien sa vie mais n'aurait par exemple pas de CDI. Car c'est bien connu, ce petit bout de papier reste en France le grand symbole de la stabilité, de la sécurité de l'emploi. Mais en réalité, cela va totalement à l'encontre de l'évolution de la société, comme par exemple les nouvelles normes de travail qui s'orientent de plus en plus vers l'entrepreneuriat, les emplois court terme ou la nomadisation.
Et c'est bien là tout le problème. Si notre gouvernement souhaitait vraiment agir pour l'intérêt commun, il aurait tout intérêt à rééquilibrer cet échange propriétaire-locataire pour le bien-être de tous. Récompenser les propriétaires qui se bougent et qui font avancer le pays, mais aussi les locataires honnêtes, et lutter efficacement contre ceux qui profitent de ce système locatif à la dérive. Tout ça permettrait d'assainir le marché de la location en rassurant les propriétaires, de remettre en question ce fameux critère central qui consiste à exiger de la part du locataire des conditions draconiennes et laisser pour une fois, davantage de responsabilités aux Français. Mais avec un gouvernement qui complexifie les choses d'année en année, qui prend des décisions très contestées à la barbe de tous. Aussi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, et qui est accompagné d'un système judiciaire qui est considéré comme trop lent par 9 Français sur 10. Et bien tout cela en devient presque peine perdue. Et tout ça, c'est aussi la raison pour laquelle de plus en plus de propriétaires se tournent vers la location dite Airbnb. Car au-delà de la rentabilité, elle permet surtout de s'alléger de beaucoup de contraintes, comme des travaux non prévus à réaliser rapidement. Aussi, fini les dossiers de location de plusieurs dizaines de pages, ou encore les risques de squat ou d'impayés de loyer. Sur le papier, c'était plus simple pour beaucoup de propriétaires. Mais le problème, c'est que tout ça vient créer des clans sur fond de guerre du logement. Associations, hôtels, collectivités locales, tout le monde veut imposer son mot dans la bataille. Sauf que contrairement à ce que prétend ce journal qui n'a visiblement fait qu'un travail superficiel, le cancer est très loin d'être lié à Airbnb. En fait, si l'on regarde bien, il pourrait même s'agir du remède. Car dans le fond, Airbnb ne fait que mettre en évidence les failles et l'obsolescence de notre modèle rigide de location classique. Un modèle qui stigmatise et déresponsabilise la population française. Autrement dit, s'en prendre à Airbnb, c'est juste un moyen d'éviter de remettre notre système en cause et d'affronter la réalité. Sauf qu'une fois de plus, nos politiques décident de regarder au mauvais endroit. Et plutôt que de rendre plus attractif notre système de location classique, ils ont décidé d'opter pour la facilité et d'imposer à nouveau leurs contraintes. Plutôt aberrant quand on sait que le nombre d'annonces Airbnb varie entre 500 et 600 000 en France, soit à peine 1,5% du nombre total de logements. Bref, tout ça n'est au final qu'une aiguille dans une botte de foin. Alors, bien entendu, cela ne remet pas en cause certaines problématiques sur des secteurs très localisés, comme au Pays Basque. Mais sur Paris, par exemple, on décompte sur ce site spécialisé 25 000 logements actifs sur Airbnb, ce qui représente environ 3% des logements de la capitale. Sauf que rappelez-vous du chiffre de tout à l'heure, où l'on a vu que 45% des logements parisiens pourraient être rayés de la carte, à cause d'une seule loi qui n'avait visiblement pas pris en compte cette problématique. Car pour rappel, sur Paris, c'est 700 000 logements qui sont occupés en location. À tout ça, il ne faut pas oublier d'ajouter les 114 000 qui sont considérés comme vacants. Autrement dit, à Paris, il y aurait 4 à 5 fois plus de logements vacants que d'Airbnb. Et ce phénomène, il est bel et bien national. En France, on compterait environ 3 millions de logements qui ne seraient pas habités, soit 8% du parc total français. Mais au final, pourquoi la majorité de ces habitations ne sont-elles pas sur le marché? Parce qu'il ne faut pas l'oublier, mais le propriétaire doit s'acquitter de lourdes taxes si son logement n'est pas habité. Sauf qu'en y regardant de plus près, on apprend que la cause principale serait le besoin de réaliser des travaux de rénovation. Mais comme on l'a vu dans le reportage, le coût des travaux et matériaux a flambé à cause de l'inflation record. Autrement dit, la boucle est bouclée. La question maintenant, c'est de savoir qui est le grand perdant de cette histoire. À première vue, on pourrait se dire que ça pourrait être l'État, surtout si les transactions venaient à ralentir. Mais quand on prend la taxe foncière, l'impôt sur la fortune immobilière ou encore la TVA sur l'augmentation des matériaux, tout ça n'est au final pas si catastrophique pour l'État qui réalise en 2022 des recettes fiscales records. Ok, donc si ce n'est pas l'État, est-ce que les banques pourraient être les grandes perdantes? Car il faut le reconnaître, ces dernières ne ferment pas le crédit immobilier pour le plaisir. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles bénéficient de nombreux produits qui leur permettront dans tous les cas de se rémunérer. Et d'après ce rapport officiel, les grands groupes bancaires français auraient dernièrement réalisé des revenus records les plus élevés de ces 10 dernières années. Au final, il ne reste plus à chercher bien loin pour savoir qui va une fois de plus payer les pots cassés. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous souhaitons vous proposer quelque chose. Si vous ne voulez pas subir ces crises actuelles et rester en alerte sur les sujets financiers et immobiliers du moment, vous n'avez qu'à simplement vous abonner à la chaîne pour rester au courant de l'actualité du marché et être capable de réagir dans les meilleures conditions. On se retrouve donc très vite pour une nouvelle vidéo sur le sujet. Abonnez-vous et partagez la vidéo à un ami qui s'intéresse à l'immobilier.